Bonjour, merci Claire pour cette présentation. Merci également à Anne Berger, Isabelle Alfandari et Jacob Rosinski pour l'organisation de ces journées aussi réjouissantes que nécessaires, je trouve. Et je suis donc à la fois heureux et honoré qu'on ait pu m'associer comme l'un de celles et ceux qui se réclament de l'héritage intellectuel de la déconstruction. Je cite notre programme. Alors, puisqu'il s'agit de se situer par rapport à un héritage, et puisqu'il s'agit par conséquent d'assumer ou de revendiquer une succession, voire une filiation qui ne peut, vu les auteurs convoqués par le programme Derrida, Foucault, Deleuze, que se situer à côté ou au dehors des questions de succession qui se formuleraient de manière strictement linéaire ou édipienne. On pourrait même dire d'ailleurs que pour nos trois philosophes, c'est Édipe, aussi bien en tant que modèle idéal de la tragédie dans la poétique d'Aristote d'un côté et en tant qu'universel de la loi de l'inconscient chez Freud de l'autre. C'est Édipe qui pose problème. La métaphysique de la présence en Occident serait comme prise en tenaille par cette double figure du logos édipien. Et chez ces trois auteurs, l'enjeu, c'est peut-être bien celui tantôt de percer, tantôt de contourner, tantôt de déjouer le fin logocentrisme de la tragédie qui ne cesse de retrouver ses voies tant dans la réflexion philosophique que dans l'écoute psychanalytique. Alors, pour commencer, je me suis dit que j'allais faire bien ce qu'on reproche, l'inverse de ce qu'on reproche habituellement aux queer, aux woke. En général, on dit qu'elle et il oublient de se regarder en face pour se cacher derrière un statut de victime, n'est-ce pas ? Les woke se poseraient en victime d'une violence systémique, que vous soyez féministe, queer, partisane des réflexions postcoloniales ou pire, si vous versez dans l'intersectionnalité, on vous pointera que vous ne prenez pas en compte votre responsabilité personnelle dans ce qui vous arrive, autrement dit, que vous n'affrontez pas votre destin. Alors, comme le titre de ces journées m'a quand même instantanément replongé, je dois bien l'avouer, en enfance, et m'a immédiatement évoqué la chanson du film de longue durée de Walt Disney aux résonances, il faut bien l'avouer, pour le moins entrepreneuriales, la morale des trois petits cochons étant quand même qu'il vaut mieux investir dans la brique. Et bien que je sois encore aux prises avec une valse hésitation rythmée justement par la mélodie de Frank Churchill, compositeur attitré de Walt Disney, du fait que je ne sais pas vraiment si la déconstruction ressemble au grand méchant loup, ou qui de Derrida, Foucault ou Deleuze a construit en pierre, en bois ou en foin. Bref, qui a peur de la déconstruction ? C'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas nous. Néanmoins, je me suis dit que ça valait peut-être la peine de ne pas avancer à l'aveuglette, pas avancer de manière trop édipienne donc, et d'oser pour commencer préciser personnellement, biographiquement, intimement, comment je me positionnais par rapport à cet héritage de la déconstruction. Comment il me touchait, avant même d'aborder la question du tact qui donne le titre à mon intervention d'aujourd'hui. De toute façon, je crois que la question du tact, et j'y reviendrai tout de suite, c'est une question qui mérite justement d'être pensée à côté de l'interdit édipien. Donc, tout d'abord, laissez-moi prendre la parole de manière intime. Laissez-moi me dissocier un instant des inégalités globales, des interprétations générales, pour rappeler une factualité que les queers, les woke et consorts ne considéreraient pas suffisamment aux yeux de leurs détracteurs. Quelques certitudes donc, indiscutables, qu'on pourra peut-être me reprocher de surinterpréter. Mais je tiens à dire que ce sont de simples faits. Alors voilà. 10 jours avant que je n'atteigne l'âge de 6 ans,
soit l'entrée dans la période de latence, selon la plupart des manuels de psychologie freudiens et post-freudiens, Michel Foucault s'éteignait des suites du sida. Et au moment où j'ai commencé mes études de philosophie, Deleuze et mon propre père sont décédés à quelques mois d'intervalle, l'un en novembre, l'autre en avril. Double lâchage aux conséquences radicalement différentes. Quelques années plus tard, je suis arrivé pour achever ma thèse de doctorat à Paris. C'était un soir de Nuit Blanche 2004, exactement 7 jours avant le décès de Jacques Derrida. Enfin, moins d'1 an après, ma mère, dans un de ces élans de générosité que le travail analytique démarrait en même temps que la mort du père et les études de philosophie à 18 ans, élan de générosité que ce travail analytique m'a donc permis de mettre un petit peu à distance, ma mère donc m'offrait la traduction française de Judith Butler, traduction française de Troubles dans le genre, publiée quant à elle avec 15 ans de retard. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir perdu dans le dédale de ma mythologie philosophico-familiale qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui témoigne du fait que, contrairement à d'autres ici réunis, j'appartiens à une génération qui a grandi, pour le dire un peu tristement, à l'ombre de la mort, pour le dire plus prosaïquement, le cul entre deux chaises, en tout cas dans l'entre-deux d'un retour de boomerang lancé depuis Paris, arrivé aux États-Unis et qui, depuis peu de temps, fait enfin retour ici. J'appartiens à cette génération qui a grandi un peu seule, celle des enfants de la télé. Je suis de ceux et celles qui éprouvaient un léger malaise à ne pas vraiment comprendre pourquoi je ne réussissais pas à rire comme les autres devant les sketchs des humoristes qui, tour à tort, s'adonnaient à un drôle exercice de mimétique. Ils imitaient l'Africain, ils imitaient le Chinois, ils imitaient l'homosexuel sur le petit écran. Je suis aussi de celles et ceux qui sont restés longuement fascinés par la bonhomie du visage de Deleuze dans son abécédaire. En quelque sorte, on pourrait dire aussi que contrairement aux générations actuelles qui font réseau et qui dialoguent avec nombre d'auteurs et d'autrices de la déconstruction à l'œuvre dans leurs universités, j'ai d'abord avancé dans les champs de la pensée un peu comme un orphelin. Étudier la philosophie française, comme c'était mon cas, en Belgique, en Italie et puis en France à la fin des années 90 et au début des années 2000, c'était surtout se confronter à des disparus. Tout le monde, avant vous, avait pu suivre un séminaire de Derrida, serrer la main aux longs ongles de Deleuze, voir, écouter la voix et le rire de Foucault au Collège de France. Mais pas vous, enfin pas moi. Vous étiez arrivé un peu trop tard. Vous aviez grandi dans ce que Félix Guattari avait appelé les années d'hiver. Alors, face à un tel impossible, de deux choses l'une. Soit vous sombriez dans la mélancolie, vous vous laissiez emporter par une ligne de mort, aurait dit Deleuze, vous continuiez de pleurer la disparition du père, peut-être vous inscriviez, vous suiviez les séminaires de Feu Melman, soit vous tentiez de ne pas vous accuser de parricide et vous essayiez d'inventer d'autres versions du père, des pères-versions, comme dirait l'autre, soit mettre le père en variation continue. Donc, pendant des années et des années, je me suis rendu en psychanalyse chez des lacaniens orthodoxes. Je m'y suis rendu avec la phrase de Deleuze et Guattari en tête. Chaque fois que vous entonnez le chant de la tragédie, retournez à l'usine. Contrairement à un nombre d'élèves proches de Deleuze, j'ai toujours considéré que la pratique du divan était aussi nécessaire que subversive. Affronter le ridicule de mes petits démons personnels me permettrait sans doute de mieux embrasser la production désirante, d'inventer des lignes de vie où les rêves et la libido, les actes manqués et la jouissance pourraient s'interroger non seulement d'un point de vue intime, personnel,
mais aussi de manière politique, technologique, culturelle. Un jour, que j'étudiais avec passion La volonté de savoir de Michel Foucault, je crois que j'avais 25 ans, je me suis rendu chez l'analyste, une fois de plus. Et j'ai oublié mon livre dans la salle d'attente. Oublier l'histoire de la sexualité chez son analyste, l'acte manqué était plutôt réussi. Au-delà des interprétations personnelles que je pourrais en tirer, mais qui ne concernent que moi, et je crois que pour aujourd'hui j'en ai assez fait dans le genre autobiographique, cet acte manqué indiquait très clairement une série de préoccupations théorico-politiques que nous, la génération des enfants de la télé, celles et ceux qui avions grandi sans pouvoir être touchés autrement que par les livres de nos pères, que par leurs images et par leur voix à travers des écrans et des enregistrements interposés, des questions que nous, donc, nous avons eu la chance de pouvoir poser. Peut-on être à la fois clinique et critique ? En quoi l'écoute psychanalytique s'inscrit-elle effectivement dans le dispositif de la sexualité et la biopolitique ? La discipline est-elle encore en mesure d'entendre, je cite Derrida, ce nombre indéterminable de voix enchevêtrées, ce mobile de marques sexuelles non identifiées dont la chorégraphie peut entraîner le corps de chaque individu, le traverser, le diviser, le multiplier, qu'il soit classé comme homme ou femme selon les critères en usage. Voilà. En quoi l'héritage de la déconstruction m'a-t-il été utile ? Eh bien, je dirais d'abord et avant tout à ne pas être un analysant docile et à devenir un analyste profane. À travailler mes mathèmes, mes lettres, mes actes, mes diagnostics et mes interprétations comme autant d'occasions de mettre la praxis à la question. À faire en sorte que mes propres innombrables élucubrations, de mon ronron familialiste, de mes pauvres épiphanies subjectives, bref, de mes répétitions en séance, émerge un champ de différence d'où s'effacerait enfin un peu mon narcissisme éventuel et certain. Une fois qu'on a repris un peu son souffle, on finit par continuer d'aller en analyse pour s'autoriser à devenir analyste. S'y rendre avec la boîte à outils de la déconstruction, c'est lutter pour advienne et continue d'exister le champ de l'autre scène. Cependant, c'est travailler à la possibilité aussi que les chorégraphies qui s'y jouent puissent y repérer leur propre pas de danse sans plus devoir apprendre à valser selon les accords ternaires des valses édipico viennoises, papa, maman, bébé. Inutile de vous dire que le retour de Boomerang, qui inaugurait la publication française de Troubles dans le genre, a constitué pour ma génération une sorte de grand bol d'air frais, de ceux des prises d'altitude qui donnent le vertige. Il allait falloir lire une avalanche de traductions. Non seulement les textes de Butler et des autres, mais il allait falloir reprendre les textes de Foucault, de Derrida, de Deleuze et de Lacan, pour continuer de penser à travers ce qu'ils étaient devenus une fois traduits, hybridés, mélangés, truffés d'impuretés. Pour continuer de pouvoir analyser et s'analyser, il fallait alors sortir de sa matrice hétérosexuelle aussi bien la pensée que l'inconscient. On serait désormais lost in translation, comme l'avait annoncé le beau titre du film d'une femme, d'une fille d'un des pères de l'histoire du cinéma, cette fois Sofia Coppola. Dès lors, chaque concept pourrait être réinventé. On pourrait au moins en tisser une généalogie. Je ne vais pas avoir le temps de détailler ici la manière dont, entre les auteurs français de la déconstruction et leurs lecteurs, traducteurs, continuateurs états-uniens, les critiques adressées à la psychanalyse visent juste, elles touchent dans le mille les limites du dispositif mis sur pied par Freud, mais je voudrais répéter que ces critiques, celles de Derrida, de Foucault, de Deleuze, exactement comme celles de Butler, de Sedgwick ou de Rubin, doivent permettre de continuer
à la rencontre clinique, de réinventer son éthique. J'ai l'habitude de dire que cela revient à travailler une sorte de clinique mineure, au sens que Deleuze et Guattari donnaient à cet adjectif. Soit une clinique en connexion non seulement avec les minorités, les sans-pouvoir, mais une clinique capable d'aller à la rencontre des peuples à venir, des peuples qui manquent. Soit une invitation à miner la langue du canon psychanalytique jusqu'à en faire résonner des sonorités jusque-là inouïes. Alors, pour le temps qu'il me reste, je voudrais continuer de prendre le contre-pied d'une des critiques communes que l'on adresse aux théoriciens et théoriciennes queer ou woke. Les contenteurs de la déconstruction nous reprochent souvent d'utiliser des concepts contradictoires, trop larges. On leur reproche aussi, tout aussi souvent, d'employer des mots à la mode, qui sont tellement utilisés que si vous ne les prenez pas en compte, vous passeriez pour un réac. Donc, je me propose à présent de faire le contraire. Je voudrais me concentrer sur une notion qui est plutôt peu discutée dans le champ de la psychanalyse, me semble-t-il, aussi bien que dans le champ de la philosophie en général. J'aurais aimé vous parler, pour le temps qu'il me reste, du tact. Le tact est une notion pas vraiment à la mode. Enfin, si vous tapez le mot dans le moteur de la recherche de la BNF, vous tomberez surtout sur des manuels de savoir-vivre publiés entre le 19e siècle et nos jours. Il y en a à peu près 500, et nombre d'entre eux s'adressent aux demoiselles qui vivent en pensionnat. Le tact s'inscrit donc dans un premier temps dans une logique d'interdit, de ce que l'on peut faire ou pas, de ce qui est de bon ton de dire ou pas, une logique de savoir-vivre. Plus sérieusement, le tact, c'est aussi un vieux concept de la technique psychanalytique. C'est un concept qui apparaît assez tôt dans l'œuvre de Freud, dans ce que l'on a rassemblé en français sous le titre d'écrit technique. Freud, dans ces textes, dans ces articles, donne des conseils aux jeunes médecins. Quoi faire en séance? Quoi entendre? Bon, il ne l'a pas vraiment dit comme ça, mais je ne résiste jamais au plaisir de le formuler à sa place avec les équivoques signifiants qui vont avec. Queer en séance. Ce recueil d'articles expose, au fond, la vulnérabilité du dispositif psychanalytique. L'un parle, l'autre se tait. Dans la méthode psychanalytique, un des articles, Freud explique que l'analyste se soustrait au regard des patients, s'assied derrière eux. Il ne leur demande pas de fermer les yeux, mais il évite de les toucher. L'analyse, un lieu pour déposer le corps, le vivant, et une parole qui ne se conforme plus au principe de non-contradiction. Il s'agit de dire. Dire tout ce qui traverse à l'esprit, même le plus inutile, inadéquat, voire même stupide, dit Freud. Bref, une parole qui ne se censure plus, une parole qui ose défier le bon sens et, je souligne, un évitement du toucher. C'est à peu près tout. C'est ce qui donne, selon moi, toute sa puissance au dispositif freudien. Son immense sobriété. Et ici, j'entends sobriété, évidemment, au sens où Deleuze et Guattari, dans Kafka, peuvent écrire « Aller toujours plus loin dans la déterritorialisation, à force de sobriété. Puisque le vocabulaire est desséché, disent Deleuze et Guattari, le faire vibrer en intensité. Opposer un usage purement intensif de la langue à tout usage symbolique ou même significatif ou simplement signifiant. Arriver à une expression parfaite et non formée, une expression matérielle intense. Yeux ouverts, regard suspendu, mains dans les poches, patouche, ça parle. Avec la mise au point de cette technique, Freud échappe à la fois au jeu de touche-touche ambigu, propre aux fascinations hypnotiques, et à l'universel de la manipulation du corps, réduit à une objectivation scientifique par la médecine. Dans le patouche, dans l'interdit du toucher freudien, il y a la tentative d'entendre un corps parlant et de lui faire entendre son propre discours.
Quelques textes plus loin, toujours dans le même recueil d'articles, on trouve un premier appel explicite au tact. On est cette fois-ci en 1910. Freud évoque la psychanalyse dite sauvage. Il y raconte une histoire assez drôle. Il explique qu'il a reçu une dame qui a consulté un jeune médecin quelque temps plus tôt. Et ce médecin dit à la dame que si elle est anxieuse, c'est parce qu'elle a quitté son mari et qu'elle est insatisfaite sexuellement. Le jeune médecin, qu'elle a consulté donc avant Freud, lui trouve une triple solution. Retourner chez son mari, trouver un amant ou se masturber. Et le jeune médecin de dire que c'est Freud lui-même qui explique les choses de la sorte. Donc, en gros, la dame que Freud reçoit vient lui demander des comptes face au manque de tact de ce jeune collègue qui se recommande de lui. Le jeune collègue, estime Freud, est allé, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu vite en besogne. C'est une erreur technique, dit Freud, que de jeter brusquement à la tête du patient au cours de la première consultation les secrets que le médecin a devinés. Et un peu plus loin, Freud dit même que la technique psychanalytique remplace une insaisissable qualité qui exige un don spécial, le tact médical. Donc ce que Freud nous dit, c'est qu'en tant qu'analyste, on ne doit pas toucher son patient en le piétinant et en piétinant ce qu'il raconte avec une interprétation qui viendrait le terrasser ou le terroriser parce que trop vrai, trop rapide ou trop proche. Donc, au départ, la technique vient remplacer le tact médical. Et il faudra attendre un texte de 1927, bien après la mise au point de la deuxième topique, pour que la notion soit explicitement intégrée à la technique psychanalytique dans la question de l'analyse profane, cette fois, chapitre 5. Ce livre fait surtout référence au tact, non seulement dans sa dimension technique, mais aussi dans une dimension politique du tact. Freud écrit la question de l'analyse profane sous forme d'un dialogue avec un interlocuteur imaginaire suite aux difficultés que rencontre l'un de ses élèves préférés, Theodor Reich, psychanalyste, non médecin, émigré aux États-Unis, qui ne peut y exercer faute d'être psychiatre. Le père de la psychanalyse explique que ce qui compte pour la formation d'analyste n'est pas le diplôme universitaire ni la formation en psychiatrie, mais le travail analytique qu'on aura mené et qui permettra de faire preuve de tact dans l'écoute et les interprétations qu'on donnera aux patients. Donc avec le tact, il y va à l'international de la formation de l'analyste. Le tact prend ses lettres de noblesse au moment où il s'agit de réglementer les écoles de formation à l'international. Laienanalyse, profane ou laïque, la psychanalyse ne doit jamais se transformer en religion. Elle doit rester en dehors du temple. Voilà pourquoi Freud appelle de ses vœux des analystes profanes, des analystes non médecins. Parce qu'ils pourront apporter des territoires autres que ceux balisés par le savoir psychiatrique. Freud nous met en garde dans son texte. Si vous faites de la psychanalyse une religion, un sanctuaire, alors vous la fermez. Si vous ne laissez pas entrer des profanes, alors vous vous enfermez dans la répétition du rite. Vos gestes seront sans doute précis, mais ils resteront codifiés et risqueront de ne jamais évoluer. Ils rateront ce qui fait le réel de votre pratique. La psychanalyse, dit-il, doit rester, selon une expression célèbre, open to revision, capable de se transformer, d'évoluer, de revenir sur elle-même et sur son impensé. Il s'agit donc, pour celles et ceux qui travaillent avec le corps parlant, pour celles et ceux dont la pratique vise à dénouer les embrouilles du corps avec le langage, pour celles et ceux qui sont là pour entendre des discours sur le sexuel, de rester ouverts à la révision critique de leurs concepts. Malgré leur étymologie commune, le tactus latin et le tact s'opposent ici au toucher. Le tact implique non seulement un moment propice pour intervenir dans la cure et dire quelque chose au sujet que vous écoutez, mais il implique aussi une distance propice, ni trop près, ni trop loin. Faire preuve de tact, c'est viser juste. Et j'ajouterais que viser juste, la plupart du temps, dans le cadre d'une cure, c'est viser juste à côté. Évidemment, s'il y a le tact dans
la manière de parler de l'analyste, c'est en raison même de cet interdit de toucher en séance. En un sens, le tact revient à garder ses distances. Le dispositif, il faut le souligner, et c'est une véritable limite, est mis au point par Freud dans un impensé rigoureusement hétérocentré. Le thérapeute est le plus souvent un homme et la patiente une hystérique. Didier Anzieux est l'un des psychanalystes à avoir le mieux déliné ce que l'on pourrait appeler en fait une métapsychologie de l'interdit du toucher. Il démontre son accrochage à la question édipienne dans Le Moipeau. Il y a un chapitre du Moipeau qui s'appelle le double interdit du toucher. Pour rappel, le Moipeau, c'est une notion qu'Anzieux invente à mi-chemin entre la métaphore et la réalité du corps au milieu des années 70, en réaction à un lacanisme où, selon lui, les jeux du signifiant triomphent et où le moi s'efface. Anzieux choisit de faire de la sensorialité tactile un schème organisateur du moi et de la pensée. À l'époque, son but est de pouvoir rendre compte d'une nouveauté clinique, celle des états limites. Selon Anzieux, Freud a donc mis au point l'interdit du toucher dans la séance lorsque, au même moment où il a découvert le complexe d'Édipe. C'est vrai, sur son versant négatif, l'interdit d'Édipe, l'interdit édipien signifie « ne touche ni à ta mère ni à ton père ». Ne baise pas avec ta mère, ne tue pas ton père, ne les touche pas. Et sur son versant positif, accède à la dimension symbolique, sort de la famille. La découverte psychanalytique de la libre association coïncide donc avec l'interdit édipien, dont l'interdiction de toucher les patients et les patientes en séance ne serait qu'un simple décalque. Étonnamment, à aucun moment dans le livre d'Anzieux n'apparaît le mot de tact. Ce qui s'y déploie, c'est une métapsychologie où triomphe une énonciation langagière, régulatrice, prohibitrice et distanciatrice. Le non, la négativité, l'interdit permettraient au sujet de s'émanciper, de s'individualiser, de respecter et de se respecter, de prendre les mesures de la séparation et de la différence vis-à-vis de l'autre. Je ne rentre pas plus dans le détail du texte d'Anzieux, mais disons qu'il déploie le double interdit du toucher, exclusivement du côté de la binarité, qui vient sous-tendre la dualité de deux et seulement deux sexes. Ici, la psychanalyse, sur son versant explicite, s'inscrit en plein un modèle juridico-discursif décrit par Foucault dans La volonté de savoir, justement, et sur son versant implicite, corrobore le dispositif de la sexualité par une position thérapeutique relativement normative. Tout à l'inverse, dans son essai sur le travail de son ami philosophe, le toucher Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida souligne le lien évident qu'entretient le tact avec le toucher. Le livre se déploie autour du tact, perçu peut-être moins comme un geste que comme un trope. Il est frappant de remarquer que la conclusion derridienne s'adresse de manière frontale aux psychanalystes. On est à la fin du livre et Derrida écrit ceci. Le Freud de demain devra raffiner son bloc magique, mais aussi la topographie des corps dans la séance analytique. La hantise de l'artefactuel travaille et la technique et le désir, et le travail en général. Je crois qu'il nous faut tirer pleinement les conséquences de la clôture de ce texte, expérimenter avec rigueur et précision ce vers quoi elle débouche pour les cliniciens et les cliniciennes contemporains. La déconstruction, il faut le rappeler, ne signifie pas du tout l'arrêt du discours psychanalytique. Elle entretient plutôt l'effort nécessaire pour l'analyste de continuer à reformuler les tenants et les aboutissants de sa pratique. La psychanalyse, comme la déconstruction, n'avance qu'en boitant, à partir du rébut et du rebut, de l'énigme et de ce qui se refuse à l'univoque, ou même à l'a priori. Le désir ne se révèle que par éclat, par sursaut, par la bande. Donc, pas de déconstruction sans inconscient, mais plus d'analyse désormais sans la déconstruction. À chaque texte de son entretien infini avec Freud et Lacan, Derrida remarque, avec un trait d'union,
comment le désir analytique demeure encore trop tributaire de la voix d'un sujet présent à lui-même, prisonnier d'une pensée phallogocentrée. Déconstruire la psychanalyse, ça ne veut pas dire la détruire, mais ça veut plutôt dire ouvrir un champ de réflexion inédite. Faute de la prise en compte, de la préséance de l'écriture sur la voix, de la trace sur le pas, des marges sur le centre, la praxis risque de trop vite reconduire malgré elle ce qu'elle estimait avoir déjoué, la cohérence d'un ordre, la certitude consciente, la présence à soi d'un sujet. Derrida écrit « Quand on touche à la limite, l'intouchable y devient tangible. Il se présente comme inaccessible au tact. Dans le tact, inapte à l'aptique, impossible en un mot. C'est là, en ce lieu des intouchables, que le vœu d'abstinence avoue, avant même qu'on ne s'y tienne ou qu'on le trahisse, la transgression, le parjure, le sacrilège. » Fin de citation. Et quelques lignes plus loin, Derrida d'ajouter « Le toucher, ce n'est possible qu'à ne pas toucher. Expérience de l'impossible. On touche ainsi soit à l'intangible, soit à l'intouchable, selon qu'on accentue le ne pas pouvoir toucher ou le ne pas devoir toucher. » L'indication de Derrida me semble valoir comme une invitation pour établir de nouveaux diagnostics différentiels, avec un A, soit garder les allants corrosifs de l'inconscient, redorer le blason de l'équivoque, déplacer l'emprise des normes sur la praxis, assumer l'incidence politique de l'acte analytique, cerner l'écriture comme reste dans la clinique, toucher l'intime et le plus singulier de chaque sujet. Avec Derrida, la métapsychologie ne se confond plus avec la métaphysique. Et je crois que c'est extrêmement concret, en fait. Cela revient à se demander non seulement ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire pour chaque sujet dans nos cabinets, mais aussi à s'interroger sur ce qui s'écrit depuis nos cabinets et en dehors. En fin de compte, quels gestes, quels amours, quelles formes d'amitié, quel type de corps, quel type de famille, les interventions des psychanalystes encouragent-elles? Comment nos interprétations, nos silences, nos écrits, nos langues et nos théories en rendent-ils compte? Mais lire Derrida avec Nancy nous permet surtout de réfléchir au jeu, au réel en jeu et au jeu du geste analytique lui-même en tant qu'acte plein de tact, en tant que tactique, technique pleine de tact, où l'on tente de porter des coups toujours à réinventer au champ de l'autre. Ce que je tente d'esquisser ici, c'est un détour vis-à-vis des écueils d'une métapsychologie de l'interdit du toucher et de ses conséquences édipianisantes, binaires, normalisatrices. Je crois qu'il s'agit de penser une métapsychologie du tact. Parage de l'impossible, dit encore Derrida. Un tact qui saurait toucher sans toucher, un contact sans contact. Est-ce un savoir? Un savoir-faire? N'est-ce pas un savoir impossible ou une pensée de l'impossible savoir? La définition de l'acte analytique, quand il vaut comme interprétation, ne pourrait être mieux cernée. Qu'est-ce que c'est s'autoriser à être un analyste? C'est toucher à l'intouchable, mais avec tact. C'est très exactement s'orienter vers ce point qui décale les certitudes du geste pour les ouvrir à l'intervalle qui hante les deux corps en présence dans la séance. Aussi, je dirais que contrairement à ce qu'affirmait Freud, la psychanalyse n'est pas une pratique de l'interdit du toucher. On ne cesse pas de toucher en analyse, mais on touche à l'intouchable avec tact. Le tact vaut alors comme l'intervalle paradoxal, à mi-chemin entre le sensible et l'intelligible, à la croisée des corps et des mots. Espace bel et bien réel, qui met à distance tout en rassemblant, qui sépare dans la proximité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, toucher à l'intouchable du sujet avec tact? Bien, je crois que c'est tenter d'atteindre le sujet, de l'atteindre
en passant par d'infinies manières de soutenir, d'interpréter, de souligner, d'arrêter, de coudre ou de couper dans une séance. Si l'analyste procède en fonction de l'interdit, sa clinique développera et se développera dans des directions politiques radicalement opposées à l'élasticité de celles autorisant au devenir, à la multiplicité, à l'écart, à l'espacement. Le tact psychanalytique, comme geste impossible, comme acte assumé, interrompt les contenus imaginaires et idéologiques qui viennent trop souvent encore étouffer la pratique sous des préjugés familialistes, hétérocentristes, conservateurs, binaires. Oui, moi qui n'avais pu m'approcher des pères qu'à distance, les toucher par les biais de leurs mots et de leurs images, je n'avais pas d'autre choix désormais que d'écrire le mot tact au pluriel. Je vous remercie.